Leur étonnante maîtrise des chiffres en ont fait de véritables stars. Les deux chimpanzés du centre de primatologie de l'université de Kyoto, l'aguenon Ai et son fils Ayumu. Ils sont capables de remettre dans le bon ordre des nombres de 1 à 15, même quand ceux-ci apparaissent de manière aléatoire. Ils arrivent donc à repérer les symboles abstraits, à les distinguer les uns des autres, à mémoriser leur emplacement et à les faire réapparaître dans l'ordre. Une prouesse phénoménale. Que peut-il bien se passer dans la tête d'Ayumu quand il voit les symboles abstraits? Peut-on considérer ces processus comme relevant du domaine de la pensée? Il y a 50 ans, les animaux étaient encore considérés comme des automates guidés par leur seul instinct, agissant selon de simples schémas action-réaction. On pensait l'homme seul capable de développer une langue, d'avoir conscience de son existence, d'agir sur son environnement pour réaliser des projets. Puis, des scientifiques ont fait des découvertes révolutionnaires sur les performances cognitives des animaux. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs savent que les animaux sont nettement plus intelligents que ce que l'on croyait, qu'ils traitent des informations complexes et planifient même certaines actions. Est-ce à dire que les animaux ont une conscience? Autrement dit, les animaux pensent-ils? Région de Sankt-Pölten, à une cinquantaine de kilomètres de Vienne, en Autriche. Dans sa station de recherche privée, la zoologiste Alice von Auersperg étudie l'un des oiseaux les plus intelligents du monde, le kakatoès. But de l'expérience, savoir si Mickey est capable de résoudre un problème technique, débloquer 5 fermetures pour atteindre sa récompense. L'exercice n'est pas simple. Les éléments de fermeture ont des mécanismes différents et se bloquent les uns les autres. Mickey ne peut résoudre le problème qu'en respectant un ordre bien défini. Dans cette expérience, les kakatoès doivent ouvrir 5 mécanismes successifs, mais chacun d'entre eux fait appel à un comportement différent qui n'appartient pas forcément au répertoire naturel de ces oiseaux. Au début de l'expérience, ils ne savent pas de quelle combinaison de procédés ils vont avoir besoin. Le premier élément qu'ils doivent retirer pour s'approcher de leur récompense est cette goupille. On peut soit la retirer par le dessus, soit la pousser par en bas. Pour ouvrir la deuxième serrure, ils doivent répéter le même mouvement 20 à 30 fois de suite. Puis, ils doivent se servir de leur bec pour soulever ce boulon. Il faut tourner la roue de 90 degrés pour pouvoir la faire glisser sur l'axe en tirant vers l'avant. Quant au verrou, il peut être tiré par la droite ou poussé par la gauche. Et voilà la récompense. Pour s'emparer de la cacahuète, Mickey doit comprendre le mécanisme, mais aussi faire preuve de persévérance et d'habileté. Les lunettes de soleil dissimulent l'expression du regard de la chercheuse. Mickey s'attelle à la tâche. Avec détermination, il se livre à ce que les scientifiques appellent l'affordance learning. Il se montre patient, curieux et imaginatif. À force de persévérance, il finit par faire tomber la vis. Une fois cette étape franchie, les autres mécanismes ne sont plus qu'un jeu d'enfant. Mickey a-t-il réellement compris comment fonctionnent les différents mécanismes ou a-t-il simplement appris la séquence par cœur? La zoologiste retire l'élément numéro 4, ce qui rend les mécanismes 1 à 3 superflus. Si Mickey a vraiment compris la logique du dispositif,
Il brûlera toutes les étapes intermédiaires et se contentera d'aller directement au but. Et c'est ce qu'il fait. Planification ou intuition? Cette expérience n'a pas grand-chose à voir avec la planification. Ce qui est en jeu au début, c'est plutôt l'innovation, quand les animaux découvrent le dispositif expérimental. Puis la rapidité d'apprentissage, parce qu'une fois qu'ils ont trouvé le mécanisme d'ouverture d'un élément, ils maîtrisent le geste très rapidement. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. Je ne dirais pas qu'il s'agit de compréhension, mais d'une certaine identification des liens de causalité qui régissent l'ensemble. La forêt des singes, à Rocamadour, en région Midi-Pyrénées. Ici, dans le Haut-Quercy, les singes magots ou macaques de Barbarie vivent presque comme à l'état sauvage. Julia Fischer dirige le centre de primatologie de Göttingen en Allemagne. Ses expériences sur les macaques de Barbarie lui servent à étudier les performances communicatives des animaux. De nombreux chercheurs supposent que la langue, qui est la forme la plus complexe de communication, est une condition indispensable de la pensée. Julia Fischer travaille sur des expériences dites de playback. Elle commence par enregistrer les cris des singes. Puis, elle passe les enregistrements à d'autres macaques de Barbarie dans des situations expérimentales soigneusement préparées. Elle veut savoir comment ils réagissent à certains sons. Ici, elle passe les cris de détresse d'une femelle à un mâle. Va-t-il voler à son secours? La réaction n'est pas allée au-delà d'une expression d'étonnement dans le regard. Il était intrigué, mais ne semblait pas spécialement disposé à aller voir ce qu'il se passait. Ces résultats nous ont surpris, parce que lors d'observations précédentes, nous avions vu que si une femelle criait, il y avait toujours un de ses congénères pour lui venir en aide. Comme beaucoup d'autres singes, les macaques de Barbarie disposent d'un répertoire de sons bien précis pour communiquer entre eux. Ils peuvent s'alerter mutuellement en cas de danger, s'appeler ou se menacer. Mais sont-ils aussi capables d'élargir cette gamme de sons pour décrire quelque chose et communiquer dans des situations imprévues? Il y a 30 ans que nous étudions les sons produits par les animaux. En ce qui concerne les singes, il est relativement clair qu'ils n'ont pas de langue, ou du moins pas de langue parlée. Il y a des gens qui disent que la pensée repose sur le langage, qu'on a besoin de la langue pour pouvoir penser. Or, d'après nos recherches, les animaux ne sont pas capables d'utiliser une langue, ce qui ne les empêche pas de penser, à mon avis. Dominique Perler partage cette opinion. Le philosophe suisse s'intéresse aux aptitudes cognitives des animaux. Mais il sait qu'il leur manque un élément primordial pour pouvoir communiquer correctement, celle de la fonction syntaxique. Autrement dit, une armature grammaticale. La compétence linguistique des animaux diffère de celle des humains, parce que les animaux peuvent utiliser des signes pour désigner ou obtenir quelque chose, mais ils ne sont pas capables de combiner de manière structurée ces signes entre eux. Il manque donc la dimension syntaxique, et à ce titre, ils n'ont pas les mêmes compétences que nous. De là à dire qu'ils sont incapables de penser, l'époque où la langue était considérée comme indispensable à la pensée est manifestement révolue. Pour l'éthologue Joseph Kahl de l'Institut Max Planck de Leipzig, la langue n'est qu'une des nombreuses facultés cognitives des êtres vivants. Et la langue n'est pas une condition sine qua non de la pensée. Je me pose la question suivante. Si la langue est inhérente à la pensée, d'où vient-elle? Selon moi, la pensée précède la langue. Bien sûr, la langue rend certaines formes de pensée possibles,
Mais je ne crois pas qu'il faille restreindre la pensée aux seuls organismes qui utilisent la langue. Je trouve plus fructueux d'adopter une vision plus large. Pour prouver qu'il existe une pensée même en l'absence de langage structuré, Joseph Kahl réalise une expérience devenue célèbre. Une cacahuète se trouve au fond d'une sorte de tube à essai. Une friandise appétissante pour la femelle orang-outan Daguna et sa fille Taya, âgée de 2 ans. Daguna n'a ni bâton ni outil pour aller chercher l'arachide au fond du tube. Les seuls éléments dont elle dispose sont sa nourriture et de l'eau. Pour résoudre son problème, Daguna a élaboré une stratégie ciblée et créative. Elle a donc réfléchi, Pour ces guenons, les arachides ne sont pas une nouveauté. Visiblement, elles en ont déjà mangé et elles en ont peut-être même vu flotter sur l'eau. En revanche, cet arachide coincé au fond d'un tube et donc hors de portée correspond à une situation tout à fait nouvelle pour elles. C'est là que ça devient très intéressant. Elles vont se servir de leurs expériences passées et les combiner entre elles d'une manière inédite pour résoudre le problème. C'est vraisemblablement ça, la base de la créativité. Au laboratoire de neuropsychologie infantile de l'Institut Max Planck, on fait passer le même test à des enfants de 4, 6 et 10 ans. Ils s'attellent immédiatement à la tâche et multiplient les tentatives. Les enfants finissent par trouver la solution. Mais quel que soit leur âge, cela leur prend proportionnellement beaucoup plus de temps qu'aux orang-outans. Les animaux s'y prennent-ils autrement ? Les animaux, chimpanzés ou orang-outans, qui ont été soumis à ce test de la cacahuète flottante, contrôlent visiblement mieux leurs impulsions que les enfants. Ils passent plus de temps à examiner la situation, puis trouvent la solution du premier coup. Pour pouvoir réfléchir, il est important de ne pas agir immédiatement. Que pense Daguna quand elle réussit à attraper la cacahuète ? Que pense Taya, le bébé orang-outan qui n'y est pas parvenu? Que pense Mickey en ouvrant les 5 serrures? Que pensent les enfants qui jouent au memory? Et les adultes qui jouent aux échecs? Et d'ailleurs, que se passe-t-il quand nous pensons? Centre Bernstein des neurosciences computationnelles à Berlin. Avec son équipe, le neurologue John Dylan Haynes cherche à percer les secrets de la pensée humaine. Les chercheurs savent déjà que différentes aires du cerveau sont affectées à différentes activités cognitives. Quand nous lisons un journal, par exemple, la lecture sollicite des zones du cerveau très différentes. Certaines associent les lettres entre elles. D'autres en décryptent le sens. D'autres encore interprètent les contrastes entre le noir et le blanc ou relient les mots à nos expériences antérieures. On peut reconnaître dans le cerveau des traces très simples laissées par des pensées. On peut donc savoir jusqu'à un certain point ce que quelqu'un est en train de penser. Mais à l'heure actuelle, il ne s'agit encore que de pensées simples. Ce qui permet de voir ces pensées isolées, c'est l'imagerie par résonance magnétique. L'IRM donne des images du cerveau sur lesquelles on peut voir les parties activées par la pensée et celles qui restent inactives. Selon les chercheurs, les images sont si précises que l'on peut même distinguer les pensées les unes des autres.
Autrement dit, lire dans les pensées, du moins les plus simples. Pourrait-on s'en servir pour savoir si les animaux pensent vraiment ? Le problème, c'est que si on voulait utiliser ce procédé pour mesurer la pensée des animaux, il faudrait commencer par savoir à quoi ressemblent chez eux les activités cérébrales reliées à telle ou telle pensée. Et ce n'est pas possible car les animaux ne peuvent pas nous dire « là, je pense à mon maître » par exemple. Nous pouvons peut-être le déduire de leur comportement, mais nous ne pouvons pas avoir la certitude que l'animal pense consciemment à son maître à ce moment-là. Les humains pensent en permanence. Ils saisissent des idées, y réfléchissent, les relient entre elles, en déduisent de nouvelles. Les humains pensent quand ils construisent leur maison, quand ils lisent ou bien même quand ils mangent. Les humains pensent pendant qu'ils agissent, mais surtout pour agir. Les humains peuvent douter, hésiter, gamberger. Et un orang-outan, peut-il lui aussi avoir des doutes, être surpris? Se rend-il compte de ce qu'il sait? Quand un cacatoès construit son nid, a-t-il conscience qu'il le fait? Quand un chien regarde son maître, sait-il qu'il éprouve de l'amour? Les animaux peuvent-ils se mettre à la place d'un autre? À la station de recherche de Goldegg, Alice von Hausberg prépare des jouets pour la prochaine expérience. Le comportement des cacatoès quand ils jouent lui livre de précieuses informations sur ce qui déclenche la créativité et les processus cognitifs chez les animaux. Wir interessieren uns dafür, wie Objektspiel bei diesen Tieren funktioniert. Nous nous intéressons à la manière dont ces animaux jouent avec des objets, et plus spécifiquement les combinent entre eux. Avec notamment, comme vous le voyez ici, des combinaisons de 3 objets. Chez les primates, c'est un comportement qu'on n'observe que chez les grands singes et les capucins. Il se rapproche beaucoup du comportement ludique des enfants humains de 2-3 ans. À l'Institut de psychologie de l'Académie hongroise des sciences à Budapest, jouer est aussi au programme. Le neurologue József Topal s'intéresse à la capacité à interpréter la communication non verbale. Comment des êtres qui ne disposent pas d'une langue font-ils pour enregistrer des informations provenant de leur environnement et y adapter leur comportement? Et quelles sont les différences d'une espèce à l'autre? Les sujets observés sont de jeunes enfants, mais aussi des chiens. Depuis 15 000 ans au moins, humains et canidés vivent ensemble et communiquent entre eux. Nos résultats démontrent clairement une similitude très intéressante entre le comportement d'enfants qui ne parlent pas encore et celui des chiens. Ces similitudes sont liées aux spécificités historiques de l'évolution des chiens, qui se sont adaptés à l'environnement des humains. L'Institut de primatologie de l'Université de Kyoto se trouve à 2 heures de route de l'ancienne capitale impériale du Japon. C'est le plus grand centre au monde de recherche sur l'intelligence des primates. Une vingtaine d'années s'est écoulée depuis que Tetsuro Matsuzawa, qui dirige l'Institut, a pour la première fois appris à un chimpanzé à reconnaître les chiffres arabes. Pour jouer à un simple jeu de construction, il faut aussi penser. Ayumu continue à s'entraîner. Il est capable de retenir 15 nombres et de les classer dans l'ordre sans aucun problème. Cela ne lui prend que 5 centièmes de seconde, avec un risque d'erreur n'excédant pas 20%. Ayumu a-t-il une meilleure mémoire à court terme des chiffres que ses cousins humains ?
Au centre de primatologie, des étudiants de l'université de Kyoto relèvent le défi. Parviendront-ils à égaler le record d'Ayumu? Les chiffres affichés sur l'écran n'apparaissent qu'un court instant avant d'être masqués par des carrés blancs. Pour classer 5 chiffres, il faut au moins 20 centièmes de seconde au cerveau des humains. Alors qu'Ayumu n'a besoin que de 5 centièmes de seconde pour 15 nombres. Je pense que notre étude sur la mémoire numérique est un bon exemple. Les chimpanzés peuvent être meilleurs que nous. C'est une tâche cognitive, une tâche isolée, certes, mais les chimpanzés peuvent être meilleurs que les humains. Ces tests prouvent clairement que sur le plan cognitif, la supériorité des humains sur les autres espèces animales ne s'applique pas à tous les domaines. Chaque espèce a ses propres compétences. L'Institut de zoologie de l'Université d'Oxford possède une annexe à Leuchtstetten, au bord du lac de Starnberg, en Bavière. Les corbeaux calédoniens possèdent des catégories cognitives particulières. Ce sont les seuls oiseaux à utiliser des outils issus de leur milieu naturel. Une aptitude qui nécessite une pensée logique. Les volières de la biologiste et éthologue Auguste von Bayern abritent jusqu'à 70 corbeaux calédoniens et choucas des tours. La dernière expérience en date est réalisée à l'aide d'une boîte à accès multiple. Auguste von Bayern y introduit une récompense. Weck, le corbeau, peut y accéder par divers chemins en utilisant différents outils. Bâton, bille, porte ou ficelle. Il a le choix et se décide rapidement. Weck résout tous les problèmes sans aucune hésitation. Il fait donc un usage complexe de son cerveau. Dans ces expériences, nous cherchons à savoir dans quelle mesure les animaux comprennent ce qu'ils font et sont capables d'adapter leurs réactions. Après tout, on pourrait imaginer qu'il s'agit uniquement de comportements innés et immuables, et qu'ils prennent invariablement le même outil pour venir à bout d'une tâche déterminée, et pour aucune autre. Nous cherchons aussi à savoir s'ils ont une approche assez abstraite de la situation pour comprendre la fonction d'un outil, ce que doit pouvoir faire un outil pour être utilisable. Un peu plus difficile maintenant. Dans une autre boîte, la récompense est placée sur une petite plateforme retenue par des aimants. Le corbeau n'a qu'à pousser cette plateforme avec son bec pour se régaler. Weck vient tout juste d'apprendre à appuyer sur la plateforme avec son bec. Mais voilà qu'un cylindre transparent vient l'empêcher de reproduire ce mouvement. Il doit donc faire un nouveau détour pour résoudre le problème. Weck comprend-il vraiment les lois de la physique? C'est l'une des expériences les plus convaincantes réalisées à ce jour. Les corbeaux calédoniens comprennent le mécanisme, puis arrivent à résoudre un problème entièrement nouveau, d'une manière elle aussi tout à fait nouvelle, qu'ils n'ont jamais apprise. Ils découvrent d'abord le fonctionnement du mécanisme et apprennent à faire basculer la plateforme. On ne les a jamais entraînés à utiliser des cailloux. Et là, devant l'impossibilité de faire basculer la plateforme en se servant de leur bec, ils se mettent tout à coup à utiliser les cailloux comme outil. À leur tour, les choucas découvrent rapidement le truc et transmettent sur le champ leur nouveau savoir-faire à leurs petits.
ce qui en fait un savoir collectif de leur espèce. La capacité à penser en images est certainement une importante caractéristique commune. Nous devons admettre que certains animaux se représentent visuellement ce qu'ils ont l'intention ou le désir de faire. Car il n'est pas possible d'expliquer autrement qu'ils fabriquent des outils, ni qu'ils prévoient à l'avance de quels outils ils auront besoin. Par exemple, dans le cas d'un chimpanzé dans la forêt vierge, de bâtons d'une forme adaptée qui lui serviront à fouiller une termitière qui se trouve à une demi-heure de là. Ce n'est pas un comportement intuitif. Il nécessite une représentation. Les corvidés intelligents disposent vraisemblablement aussi d'une capacité à imaginer certaines choses. Au laboratoire universitaire de Heidelhof, près de Vienne, Thomas Bugnar est en train de nourrir ses bébés corbeaux. Ils ont tout juste 5 semaines et ils font la fierté du chercheur. Thomas Bugnar consacre sa vie à l'étude des corvidés. C'est l'un des plus grands spécialistes au monde de cette famille d'oiseaux. Les œufs de grands corbeaux ont environ cette taille, les oisillons sont à peu près comme ça à la naissance. Et voilà à quoi ils ressemblent à 5 semaines. On peut les voir grandir de jour en jour. Depuis quelques jours, ils se développent aussi sur le plan cognitif. Chez la plupart des passereaux, notamment chez les corbeaux, c'est le corps qui grandit en premier. Le cerveau ne vient qu'après. Là, ils commencent à avoir un peu de coordination motrice au niveau des pattes et des ailes, à pouvoir être attentifs à certaines choses, et aussi à se montrer gentils avec les autres. C'est-à-dire qu'ils se font entre guillemets des gratouilles. Comme chez les primates, c'est une manière de se témoigner de l'affection. Markus Böckle est chercheur dans l'équipe de Thomas Bugnar. Il veut savoir si les corbeaux ont une mémoire à long terme. Spécialiste de la cognition, il fait entendre aux oiseaux des sons émis par d'autres corbeaux. Leur réaction lui indique si ces oiseaux possèdent des systèmes complexes de stockage d'informations qui leur permettent, comme aux humains, d'enregistrer et de mémoriser des expériences spécifiques. Comme Thomas Bugnar et son équipe travaillent sur différents sites en Autriche, certains de leurs oiseaux se connaissent déjà. Ils ont vécu ensemble quand ils étaient jeunes, avant d'être séparés. Si on leur fait entendre maintenant les sons produits par leurs anciens compagnons de volière, les reconnaîtront-ils ? Et la relation particulière qu'ils entretenaient avec chacun d'entre eux ressurgira-t-elle de leur mémoire ? Dans son laboratoire, Markus Böckle analyse les cris des corbeaux. Constat, ils se répondent et chaque cri a sa singularité. Quand on analyse ce cri, on constate qu'il comporte de nombreux éléments non harmoniques. Cela correspond à un cri typique lancé pour répondre à un congénère dont le sujet ne garde pas un souvenir particulièrement agréable. Les corvidés sont les plus grands passereaux du monde. Jusqu'à présent, on pensait que la mémoire des passereaux ne tenait que le temps d'une saison, 1 an maximum. Mais grâce à ce test, les chercheurs ont fait une découverte inédite. Ces tests montrent que les corbeaux se souviennent si quelqu'un leur est connu ou inconnu pendant une durée de 3 ans. Et dans la catégorie des individus connus, ils se souviennent des types de rapports qu'ils avaient. C'est une nouveauté. Jusqu'à présent, on ne savait pas que les liens sociaux et le caractère plutôt négatif ou positif des relations pouvaient être gardés en mémoire pendant 3 ans. Pour eux, il est manifestement très important de savoir ce qu'un autre individu peut faire ou est susceptible de savoir. Qui est l'autre? Sont-ils en bons termes? Et ainsi de suite. Le comportement adopté découle de toutes ces données. Daguna, la femelle orang-outan, est-elle douée elle aussi d'une mémoire à long terme? Un morceau de banane est suspendu hors de sa portée.
Les chercheurs ont mis un outil à sa disposition, un crochet. Elle s'en saisit sans hésiter. Visiblement, elle sait s'en servir. Même quand ça glisse. Et surprise, en partant, Daguna part avec l'outil sous le bras. Le lendemain matin, apparemment Daguna a su anticiper ce qui l'attend. Le crochet réapparaît. La prochaine fois, ce sera peut-être au tour de sa fille Taya de manier le crochet. The orangutans are showing in this experiment is that they can think about what do they need to do tomorrow. Cette expérience montre que les orang-outans sont même capables de penser à planifier leurs actions et à anticiper les problèmes qu'ils auront à résoudre, qu'ils peuvent se préparer à un événement qui n'est pas imminent, mais qui aura lieu plus tard. Pendant la nuit qui sépare deux séances, les orang-outans dorment. Ils ne voient pas l'objet ou le dispositif en permanence et n'y pensent pas constamment. Gerhard Roth est philosophe et neurobiologiste. Il travaille depuis de nombreuses années sur les bases neuronales des capacités cognitives des animaux. Et il est très surpris. Depuis une dizaine d'années, les neurobiologistes spécialistes de la cognition comme moi sont stupéfaits de lire presque quotidiennement dans la presse, y compris dans les journaux grand public, combien les animaux sont plus intelligents qu'on ne croit. Je suis un philosophe de formation et j'ai toujours considéré qu'il y avait une longue liste de catégories qui n'étaient propres qu'à l'humain, comme la conscience, la pensée, le sentiment religieux, le libre arbitre, que sais-je encore. Mais c'est vrai que l'idée générale est que les animaux sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on croyait jusqu'à présent. Institut de biopsychologie de l'université de Bochum. Un pigeon regarde des photos. Certaines de ces photos représentent des humains, d'autres non. Le pigeon est censé les distinguer. Les photos sans humains ne font pas partie de la bonne catégorie et il les élimine facilement. Manifestement, les pigeons du professeur Onur Güntürkün sont capables de former des catégories. Moyennant récompense, bien sûr. Avant, on considérait que la langue était indispensable pour pouvoir constituer des catégories et que les humains étaient les seuls à en être capables. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il n'en est rien. Même en l'absence de langue commune, de très nombreuses espèces sont capables de former des catégories. La langue n'est donc pas indispensable. Quand nous réduisons les millions d'objets que nous rencontrons à un nombre limité de catégories, cela joue un rôle central dans l'économie de notre pensée et constitue donc l'un des piliers de notre intelligence. La catégorisation nous permet d'organiser le chaos des informations provenant de notre environnement. À Heidelhof, près de Vienne, on cherche à savoir si les Nestorkea, des perroquets originaires de Nouvelle-Zélande, maîtrisent eux aussi ce mode de traitement de l'information. Une expérience devrait permettre d'en savoir plus. Ce Kea doit reconnaître les images identiques. La science a longtemps cru que les animaux n'étaient par définition pas capables de former des catégories. À tort, comme le prouvent plusieurs découvertes révolutionnaires faites sur les chimpanzés, les pigeons et autres oiseaux. Les scientifiques emploient le terme de cognition pour désigner les facultés intellectuelles. La présence d'une intelligence des animaux étant établie,
Reste à savoir de quelle forme d'intelligence dispose chaque espèce. L'esprit est une faculté qui doit exister et qui doit être constamment active pour accomplir les gestes les plus simples. Par exemple, je ne peux attraper ma brosse à dents que si je la reconnais et que si je suis capable de la distinguer d'autres objets. L'esprit ne relève donc pas uniquement d'activités difficiles et complexes comme la lecture ou la pensée logique, mais nous accompagne en permanence dans notre vie quotidienne. En ce sens, les animaux ont eux aussi un esprit quand ils attrapent des objets et les distinguent des autres ou arborent un comportement social. L'esprit n'est donc pas quelque chose que nous acquérons pour être capables d'actions élaborées. Il est là d'emblée et il se développe ensuite peu à peu. Les oiseaux ont longtemps été sous-estimés, en raison de la petite taille de leur cerveau et de sa structure très différente de celui des mammifères. On ne leur reconnaissait aucune forme d'intelligence. Autrefois, on pensait que les oiseaux n'avaient pas de cortex. Chez l'humain et d'autres mammifères, l'essentiel des activités cognitives se déroule dans le cortex. Aujourd'hui, nous savons que les oiseaux possèdent l'équivalent d'un cortex. Ils ont les mêmes possibilités cérébrales que nous, mais leur cerveau a une structure un peu différente d'un cortex. C'est probablement ce qui explique une grande partie des importantes performances cognitives des animaux. L'argument selon lequel ils n'ont pas de cortex est aujourd'hui caduc. Retour près de Vienne. Quel degré de complexité ont les performances cognitives des oiseaux? Sont-ils capables de procéder de manière ciblée et de s'adapter aux circonstances pour résoudre des problèmes? Pour le savoir, on confronte Kermit, le Kea, à une boîte à accès multiple. Mais chaque fois qu'il trouve une solution qui marche, on modifie le dispositif pour qu'il ne puisse pas la reproduire lors de l'essai suivant. Pour accéder à sa récompense, Kermit doit donc élaborer une nouvelle stratégie. Et c'est ce qu'il fait. Dernier essai. Tous les accès sont barrés. Le seul moyen d'atteindre la récompense est d'utiliser un bâton. En temps normal, les Kea n'utilisent pas de bâton. Ils ont le bec bien trop crochu pour cela. Mais Kermit ne s'avoue pas vaincu. Sa persévérance et son inventivité lui apportent la solution et la récompense si convoitée. Au département de psychologie de l'Académie des sciences de Budapest, on s'intéresse aux compétences sociales. József Topal et son équipe veulent savoir si les jeunes enfants perçoivent de la même façon ce qu'on leur dit quand on leur parle directement ou non. Les chercheurs étudient le comportement visuel des bébés à l'aide d'un oculomètre, un appareil qui mesure les mouvements des yeux et les fait apparaître sous forme de lignes sur l'écran. On sait ainsi exactement sur quoi les enfants portent leur regard. Attention, regarde ce pot, regarde, c'est ce pot-là. À 6 mois, les bébés comprennent déjà le geste et suivent le regard. Mais en l'absence de ce mouvement, c'est-à-dire si le contact visuel n'est pas établi auparavant, les bébés ne suivent pas le regard de la personne. Et les chiens ? Il faut tout d'abord qu'ils se couchent tranquillement devant l'écran et gardent la tête immobile afin que les mouvements des yeux soient enregistrés correctement par l'oculomètre. Puis, l'expérience peut commencer. « Bonjour le chien », dit la personne à l'écran. L'animal est-il capable de comprendre ? Les résultats sont clairs.
Quand on s'adresse directement à lui et qu'on établit un contact visuel, le chien suit la personne à l'écran. Sinon, il regarde ailleurs désintéressé. Nos expériences montrent clairement qu'il existe bel et bien une espèce de pensée non verbale. En effet, le chien est un animal non verbal et l'enfant jusqu'à 1 an et demi environ est lui aussi un être vivant non verbal. La manière dont ils réagissent tous les deux lors de cette expérience prouve qu'il existe une pensée non verbale. Une autre expérience montre que les animaux ont aussi conscience de leur existence. Une pie se regarde dans le miroir. Elle est intriguée par le point jaune placé sur les plumes de sa gorge. Le professeur, Onur Günturkün, a collé le point à un endroit que la pie ne peut pas voir sans le reflet du miroir. Dans cette expérience, nous avons créé une situation où Gertie, la pie, peut s'apercevoir en se regardant dans le miroir qu'elle a sur le corps quelque chose qui lui est étranger. Elle a essayé de l'enlever, non pas sur la pie qu'elle voyait dans le miroir, mais sur elle-même. Elle n'a pas eu d'interaction sociale avec cette autre pie. Elle s'est directement prise comme référence. Ce qui implique qu'elle s'est reconnue dans le miroir, qu'elle savait qu'elle se voyait elle-même. Il y a 2 interprétations possibles. La première, c'est que Gertie se reconnaît dans le miroir, mais que cela ne signifie pas nécessairement qu'elle a une conscience similaire à la nôtre. Mais certains scientifiques iront plus loin, et c'est la deuxième. Pour eux, cela implique que Gertie a une conscience d'elle-même analogue à celle des humains. La question reste posée. Mais une chose est sûre, les pies se reconnaissent dans le miroir. Julia Fischer se livre à une nouvelle expérience. La chercheuse montre aux singes des photos de membres de leur groupe. L'intérêt qu'ils témoignent à chaque photo varie selon que le modèle appartient ou non au même clan qu'eux. Cette réaction montre que les macaques de Barbarie ont eux aussi une conscience, du moins pour ce qui est de leur appartenance à un groupe. Mais certains veulent en savoir encore plus et se posent visiblement d'autres questions. Qu'est-ce qu'une photo? Et qu'est-ce qui se cache derrière? Leur connaissance de leur famille ne peut pas s'expliquer par des relations stimulus-réaction, car en ce cas, cela se produirait mécaniquement et systématiquement. Il y a toujours de nouveaux événements, par exemple des naissances, qui modifient la composition du clan. Et ils doivent à chaque fois les intégrer, savoir qui va avec qui et ce que cela signifie pour leurs interactions. Cela ne peut pas s'expliquer par un caractère inné. Je dirais donc que cela indique de manière crédible qu'ils pensent et ont un raisonnement autonome. Aujourd'hui, on est en mesure d'affirmer que les animaux ont une conscience, notamment parce qu'il existe une bonne dizaine de formes différentes de conscience, avec des formes élémentaires comme la conscience immédiate, la mémoire des expériences passées, etc. De nombreux animaux, y compris les insectes, ont très certainement une sorte de conscience immédiate. Une autre forme classique de conscience est l'attention, c'est-à-dire le fait de regarder attentivement quelque chose, puis de réfléchir à ce qu'on va faire. Elle est vraisemblablement présente chez de très nombreuses espèces. Mais il existe une forme plus complexe de conscience qui a jusqu'à présent été considérée comme l'apanage exclusif des humains. C'est ce qu'on appelle métacognition, c'est-à-dire le fait de savoir ce qu'on sait et de savoir ce qu'on voit. Jusqu'à une époque récente, on pensait que ce n'était pas vérifiable par l'expérimentation,
C'était une erreur. Ces dernières années, on a mené des expériences relativement compliquées qui ont établi de manière concluante que les animaux savent s'ils savent quelque chose ou non et évaluent leur stratégie comportementale en fonction de ce critère. À l'Institut d'anthropologie de l'évolution à Leipzig, on met en place une expérience hautement complexe. Les chercheurs la surnomment « jeu d'échecs des chimpanzés ». Un peu comme au jeu d'échecs, elle induit la question « que sais-je » et mon vis-à-vis, que sait-il lui? Et elle porte sur l'un des processus clés de l'intellect, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à imaginer les pensées et le point de vue d'un autre. Une faculté exclusivement humaine, pense-t-on généralement. Le but de l'expérience est de montrer qu'il est possible que les chimpanzés possèdent eux aussi l'un des dons les plus importants de l'être humain, à savoir celui d'interpréter les conceptions mentales d'autrui. Au début, c'est tout simple. Sous les yeux des deux chimpanzés, le chercheur place 2 grains de raisin sous 2 gobelets différents. Le singe, auquel le plateau est présenté, peut faire son choix. C'est Alex, le mâle, qui ouvre la partie. Alex réfléchit brièvement, montre le premier gobelet et obtient sa friandise. Quand vient son tour, Annette, la femelle, réclame le grain de raisin restant. Cette première étape n'était qu'une mise en bouche, il est temps de passer aux choses sérieuses. Toujours sous les yeux des 2 singes, le chercheur place ostensiblement 1 grain de raisin sous le premier gobelet. Puis, il obstrue la vue d'Alex. Annette est donc la seule à voir qu'il cache un 2e grain de raisin sous le gobelet du fond. C'est au tour d'Annette de ne pas voir ce qui se passe. Alex doit faire son choix. Il désigne le gobelet numéro 1. Il ne peut pas savoir qu'un 2e grain de raisin se trouve sous un autre gobelet. C'est maintenant le tour d'Annette. La guenon est-elle consciente qu'Alex ne connaissait la présence d'une friandise que sous le premier gobelet? Et en déduit-elle que c'est celui-là qu'il a choisi? Oui, de toute évidence, puisqu'elle choisit le gobelet du fond. Elle semble donc capable d'imaginer le comportement de son vis-à-vis. Ainsi, elle savait de quels éléments Alex disposait au moment de choisir. Une performance cognitive dont on ne croyait pas les chimpanzés capables. Comme le montre cette expérience, les chimpanzés savent ce que l'autre peut voir ou ne pas voir. Ils peuvent se mettre à la place de l'autre. Autrement dit, ils ont une théorie de l'esprit. À l'Institut de recherche en primatologie d'Inuyama, le test d'aujourd'hui va tenter de déterminer si le savoir confère une supériorité. Ayumu va exécuter son test en plein air. Akira, le mâle dominant, est sorti de ses gonds. Ayumu va-t-il lui disputer sa place parce qu'il sait faire quelque chose qu'Akira ne sait pas faire? Le public est arrivé et les chercheurs sont prêts. Ayumu est plus rapide que jamais. C'est alors qu'Akira passe à l'attaque. Mais Ayumu revient rapidement à son poste et se remet au travail. Akira reconnaît sa défaite. Au pays du soleil levant, on trouve l'idée de la supériorité des animaux sur les humains dans certains domaines plutôt attrayante. Elle conforte l'esprit du shintoïsme, la religion animiste traditionnelle du Japon.
L'homme y est un élément de la nature qui forme un tout et qui a un caractère sacré. Cognition is the most broad term. La cognition est une notion large. En japonais, nous n'avons qu'un terme, kokoro. Kokoro, c'est un mot très simple, que tout le monde connaît. Il signifie à la fois émotion, esprit, cognition, conscience, volonté, compassion. C'est un tout. Il ne faut pas le décomposer en différents éléments, mais les organiser et les voir comme un tout. En Occident, en revanche, l'homme s'est toujours vu comme unique en son genre. Il était le seul à pouvoir penser, affirmait la science. Mais cette certitude est aujourd'hui caduque. Différentes expériences réalisées par des scientifiques le prouvent. Les animaux ont de nombreuses facultés en commun avec l'homme. Les différences entre l'homme et l'animal sont moins importantes qu'on ne le croyait. Ces découvertes, parmi d'autres, transforment radicalement notre image de l'homme. Elles confirment ce que beaucoup craignaient. Nous ne sommes pas les rois de la création, absolument pas. Et même si nous pouvons affirmer que nous sommes les plus intelligents, il n'est pas certain pour autant que nous soyons les plus sensés.